Alors, pour commencer, qui à main levée a déjà entendu parler d'inférence causale? C'est plus que dans toute ma vie réunie, donc je suis déjà très content. Super. Alors, l'idée, c'est d'introduire ce domaine d'inférence causale parce que je trouve qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de relier le machine learning, tout ce qu'on peut faire en tant que data scientist, et la causalité. On a plus ou moins tous déjà entendu corrélation n'est pas causalité. Ici, l'idée, c'est de structurer un domaine, des maths, des trucs, qui font qu'on passe au-delà de la simple phrase. Là, en pratique, c'est ce qui se passe. Pour ma part, je suis consultant-chercheur en IA chez OnePoint depuis 4 ans, et j'ai l'honneur et la joie de travailler sur des modèles comme ceux de l'inférence causale, dont je vais vous convaincre, j'espère, de l'utilité dans les 25 prochaines minutes. Un sommaire somme toute sobre, on va faire quelque chose d'assez linéaire. L'idée, c'est de voir historiquement d'où on est parti, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de l'inférence causale. Ensuite, on va regarder la théorie, comment ça se structure, comment ça marche, et pourquoi ça marche surtout. Et enfin, la pratique. L'idée, c'est de ne pas donner que de la théorie, c'est aussi de vous montrer un cas client qu'on a eu, donc où on a appliqué l'inférence causale et où on s'est rendu compte que c'était autrement plus utile pour le besoin du client que les modèles traditionnels. Les origines. Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de la méthode scientifique. L'idée, c'est de suivre un peu toujours le même schéma. On a une question, on définit une expérience qui va nous permettre de répondre à notre question, on la met en pratique, on récupère les résultats, on les analyse et on répond finalement à notre question. C'est un truc qui ne marche pas trop mal. On fait ça depuis quelques siècles. Ça a réussi à résoudre certains problèmes scientifiques. Le problème, c'est les limitations, les cas pas marrants. Si vous posez la question de la cigarette provoque-t-elle le cancer du poumon, la méthode scientifique vous dit c'est pas compliqué. Tu fais fumer 2000 personnes pendant 20 ans et tu regardes les résultats. On a décrété que c'était pas fou. Du coup, pour tout ce qui est éthiquement discutable, en fait, on a des limitations. Les limitations, elles sont de l'ordre de l'expérience, de comment on acquiert nos données. Parce qu'avant, on avait des données qu'on appelait d'intervention, où on allait faire une intervention sur nos patients, chez nos participants, et on allait analyser le résultat. Le truc, c'est que des gens qui fument, il y en a partout. Et donc, il y a des données d'observation qu'on peut récupérer. Et l'idée fondamentale de l'inférence causale, c'est se dire, OK, comment on peut travailler avec des données d'observation pour obtenir les mêmes résultats que ceux qu'on aurait eu avec des données d'intervention. Comment on fait ça? Alors, le cas théorique du test de traitement. Pour un cas plus standard de données d'intervention, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? On a une population globale qu'on va diviser en deux, population contrôle et test, et cette division, elle est faite aléatoirement. Le mot important ici, c'est aléatoire, parce qu'une fois qu'on a fait ça, contrôle et test, virtuellement, ce sont les mêmes sous-populations. Elles ont les mêmes caractéristiques parce qu'il n'y a pas eu de sélection sur les critères propres à chaque personne. Donc si on a suffisamment de participants, la loi des grands nombres nous dit que, OK, grosso modo, on a les deux mêmes sous-populations. Traitement, pas de traitement, ou placebo éventuellement. Et l'avantage de ce setup, c'est qu'on peut dire que toute différence qu'on va observer chez nos deux sous-populations, en fait, il est uniquement dû au traitement. Et ça, c'est vachement cool. Le problème, c'est que ça, on ne l'a pas avec l'observation. Pourquoi? Parce qu'avec l'observation, on a le même début, on a une population qu'on va diviser en deux, ceux qui fument, ceux qui ne fument pas, typiquement. Le problème, il vient de la sélection. La sélection, elle est non aléatoire. Elle est influée par tout un tas de facteurs. Il y a 1 million de raisons qui peuvent vous amener à fumer. Mais le truc, c'est qu'on a la même continuation. Mais si jamais on observe une différence, on ne peut pas justifier, on ne peut pas affirmer que finalement cette différence, elle est due uniquement à notre traitement. De là viennent les phrases « corrélation n'est pas causalité ». C'est typiquement le cas où on a besoin d'aide supplémentaire. Je vous propose un petit exemple pour illustrer tout ça, pour faire un peu moins théorique. Parce qu'en inférence causale, on aime les questions vachement bonne humeur. Ici, on va s'intéresser au cholestérol. Existe-t-il un lien entre le cholestérol d'une personne et son nombre d'heures de vélo hebdomadaire? Facile, on a nos observations, on trace un graphe. Sur ce graphe, on va mettre nos points. Un point, c'est une personne. Et là, ce sont des données bien évidemment simulées, mais c'est un cas qui pourrait arriver dans la vraie vie. Il y a quelque chose qui doit vous choquer ici. C'est que la courbe monte. Du coup, est-ce que la question, c'est plus on fait vélo, plus on a de cholestérol? Je ne suis pas médecin, mais a priori, non.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a omis une variable, on a omis un facteur dans notre analyse. Le facteur, c'est l'âge. Si on regroupe nos individus en groupes d'âge à peu près similaires, et que là, on s'amuse à tracer des droites, là, par contre, toutes nos droites descendent. Ça, le facteur âge, c'est ce qu'on appelle une variable confondante. C'est une variable qui, en général, va influer le traitement et l'effet, et qui, du coup, va nuire à l'analyse jusqu'à potentiellement donner le résultat inverse au résultat réel. La question, c'est comment on gère ça? Et bien, on passe à la théorie, à la partie marrante. L'apparition salvatrice des graphes de causalité. Qui a déjà travaillé avec des graphes dans la salle, à main levée? Oh, merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Alors, on va aller vite sur ça. Un graphe, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de nœuds qu'on relie par des flèches. Et le côté dirigé, il vient du fait que les flèches, elles ont un sens. Le sens, il est là pour dire « j'estime que l'âge a une influence sur la quantité de vélo que je vais faire, que le vélo a une influence sur le cholestérol et que l'âge a une influence sur le cholestérol. » Pourquoi ça nous intéresse? Parce que déjà, ça permet de synthétiser un problème. Et savoir avec quoi on travaille, c'est toujours utile. Mais surtout parce que ça permet de mettre en avant facilement les interactions qui ne nous plaisent pas. Ici, le fait qu'on ait les deux flèches, ça pose problème. Parce qu'on a ce fameux effet, j'influe l'effet et le traitement. Tout l'enjeu de l'inférence causale, c'est de faire comme s'il n'y avait pas les trucs qu'on n'aime pas, grosso modo. Comment on fait pour ignorer la flèche qui va de l'âge vers le vélo? Eh bien, on va utiliser le doux calculus. Alors, le doux calculus, c'est un modèle mathématique, une algèbre, qui en fait consiste à dire, voilà ce qu'on a, ça traduit des probabilités conditionnelles, probabilité de cholestérol sachant vélo, ou plus généralement probabilité d'effet sachant traitement. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on fait d'habitude en maths, c'est-à-dire que ce qu'on a quand on ne l'aime pas, ben on ne le prend pas et on prend ce qu'on aime. Ici, l'idée, c'était de dire, OK, on va définir un nouveau graphe où on va supprimer toutes les flèches qui influent notre traitement et on va poser un opérateur de la probabilité correspondante. Ici, on va dire que le graphe à droite, ce n'est pas la probabilité de P de effet sachant traitement, c'est P de effet sachant doux traitement. C'est pour ça qu'on parle de doux calculus. L'idée fondamentale, c'est de dire, j'ai des données d'observation, mais ce que je vais simuler, c'est un cas où moi, en tant que demi-dieu, j'ai pu influer sur la quantité de vélo que chaque personne a fait. Si je fais ça, et que je suis du hasard, typiquement, que je le fais au hasard, alors je vais simuler un cas qu'on aurait eu dans une expérience standard, où en fait, il n'y aurait eu qu'un facteur, le hasard juste et équitable, qui aurait influé le traitement. Le problème, c'est que c'est bien beau de poser des définitions mathématiques, mais à ce stade-là de la présentation, on n'a toujours que nos données d'observation. OK, on a défini d'où, on a défini un graphe qui nous plaît plus que l'autre, mais on ne sait toujours pas comment faire. Et c'est là qu'intervient notre sauveur. Alors, Judea Pearl, qui a réussi le modeste exploit de gagner le prix Turing en 2011, prix Nobel d'informatique, a sorti un livre, The Book of Why, qui est grosso modo la Bible de tout ce qui touche à la causalité statistique. Et lui, son travail, le travail de sa vie, ça a été de définir le doux calculus. C'est quoi la méthode qui va nous permettre de calculer P de A sachant doux B? Facile, il a posé ça. Alors, comme pour les œuvres d'art, ici, le but, ce n'est pas la forme, c'est de regarder le fond. C'est quoi les trois formules? Judea Pearl s'est demandé, OK, j'ai un graphe, j'ai des observations, j'aimerais transformer ça en intervention, comment je peux faire? J'ai besoin de trois choses. J'ai besoin d'ignorer soit une observation, soit une intervention, et des fois, j'aurais besoin de traiter une intervention comme une observation. Je ne vous demande pas de retenir les formules, bien évidemment. L'idée ici, c'est juste de comprendre qu'en fait, il y a eu des idées fondamentales extrêmement simples qu'il a réussi à traduire mathématiquement, sous forme de formules, et que la traduction de ces idées, elle a permis de résoudre notre problème. Il a passé sa vie à démontrer que ces trois règles, en fait, sont suffisantes à elles-mêmes. Elles sont complètes. Ce qu'il a démontré, c'est que si on applique ces trois règles, si on a ces trois règles, il existe un ordre d'application de ces trois règles qui fait qu'on peut déterminer si une probabilité est identifiable ou pas. Alors, identifiable. En deux mots, je vais essayer. Identifiable, l'idée, c'est de dire, si vous avez un graphe extrêmement complexe, il y a des fois où votre probabilité ne sera pas identifiable, votre effet ne sera pas identifiable parce que dans le graphe,
les effets d'implication, de causalité des uns avec les autres seront trop diffus, seront tout simplement pas reliés, ce genre de choses. Si dans votre graphe de cholestérol, vous mettez la météo du Guatemala, il y a peu de chances que ce soit utile. L'idée, c'est de faire ça pour toutes les variables qui peuvent vous être utiles, que vous pouvez avoir amenées dans un projet. Et la puissance du do-calculus, c'est que ça vous permet de dire, OK, avec ce graphe et avec les règles que j'ai en tête, je peux t'affirmer que là, ta probabilité, elle est identifiable et je vais pouvoir te donner l'effet de A sur B. Et ça nous plaît. Alors, un peu de pratique, maintenant qu'on a défini tout ça. L'idée ici, c'était de calculer probabilité de cholestérol, sachant d'où vélo, quelle que soit la quantité de vélo, quelle que soit la quantité de cholestérol. Parce qu'on est en maths et que je suis un gros flemmard, ça va devenir P de C sachant d'où V. Petit spoiler, il y a A qui va apparaître dans pas longtemps pour la variable âge. Via le do-calculus, on peut montrer que P de C sachant d'où V, c'est ce truc à droite. Le truc à droite, on aime bien, parce qu'il est intuitif. En fait, le truc à droite, il nous dit, vous regroupez vos individus par catégorie d'âge, vous étudiez l'effet par catégorie, vous pondérez chaque sous-catégorie par sa taille, grosso modo, vous sommez tout ça et vous avez votre effet. C'est extrêmement intéressant parce que ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait sur notre petit graphe. On a regroupé les individus, on a tracé nos flèches, et je pense que tous, plus ou moins unanimement, on s'est dit « Ok, la flèche, c'est grosso modo la même, je les ai sommés, c'est une moyenne, ok, ça passe. » Et donc, quand on a quelque chose de prouvé, de mathématique qui nous dit « Ce que tu as pensé, c'est juste », je crois que ça fait quand même plaisir. La bonne nouvelle, on n'a plus d'opérateur doux. Joie. Le problème, c'est qu'on a une autre quantité qui est apparue. P de C sachant d'où V A. Pardon, P de C sachant V et A. Probabilité de cholestérol sachant la quantité de vélo que vous faites et votre âge. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, on n'est pas avec des cartes et des dés, on ne va pas faire sans jeter dés et obtenir une probabilité. P de C sachant V A, on ne l'a pas actuellement. Comment on fait pour estimer cette densité de probabilité? À main levée aussi, qui aimerait que j'explique rapidement en 2 mots ce que c'est une densité de probabilité? Ok. En 3 mots, si vous avez un dé à 6 faces, sa densité de probabilité, ça va être la probabilité d'obtenir chacune des faces. Il y a des fois où ce n'est pas des faces de dé que vous avez, c'est des grandeurs continues. Le cholestérol, typiquement, ce n'est pas une variable à 6 valeurs possibles, c'est une variable avec une infinité de valeurs possibles. La densité de probabilité, ça va être la fonction qui va dire cette zone-là de valeur, elle est plus probable, elle a une plus forte densité que d'autres valeurs. Et en fait, une fois qu'on a ça, on a tout. Parce que mathématiquement, on fait plein de trucs géniaux. L'idée ici, c'est d'avoir ça pour notre problème présent. Voici la page franco-belge sur l'apprentissage automatique, aussi appelé machine learning pour le commun des mortels. Initialement, il y avait un jeu de pistes sur cette page que je voulais vous faire par souci pour les points oculaires des personnes qui sont le plus au fond. Je vais vous donner un petit indice de là où il faut regarder. Si vous regardez ici, il y a marqué « Estimer une densité de probabilité ». Et donc là, du coup, on est super content, parce qu'on a un outil, plus ou moins bien réputé, qui est capable de nous donner ce qu'on veut. Le machine learning, qu'est-ce qu'on va en faire? Fondamentalement, on a des variables d'entrée, le vélo et l'âge, et on a une variable de sortie, le cholestérol. Ben, on va faire ce que tout bon data scientist fait, on va coller un modèle entre les deux, et on va entraîner. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on l'a entraîné, ben, en fait, on a un modèle qui est capable de nous donner, pour toute valeur de VA, la valeur de cholestérol correspondante. Ben, du coup, c'est gagné. On colle ça dans notre formule, et on a P de C sachant d'où V. Youpi! Et le truc assez incroyable et qui m'a fait tomber amoureux de l'inférence causale, c'est ce petit truc. Quand on a fait notre problème avec le cholestérol, on a regroupé par catégorie d'âge et on a tracé des flèches. Fondamentalement, ce qu'on a fait, c'est une régression linéaire. C'est un truc qu'on apprend au lycée, c'est un truc extrêmement rapide et qui ne prend pas 4-5 heures sur un truc à Kubernetes pour être entraîné. C'est extrêmement efficace à tel point qu'en fait, on peut utiliser plein de petits sous-modèles pour définir notre densité de probabilité. Et ça, en termes d'efficacité mathématique, d'une part, on a la solidité statistique qui nous dit ben là, tes modèles ils font sens, ils sont explicables. Et on a l'efficacité du machine learning pour dire ok, moi, tes 10 millions de points de données, je les prends et j'en fais quelque chose de pertinent. Vous avez survécu à la théorie de l'inférence causale, félicitations. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Un problème contre-intuitif vis-à-vis de l'analyse qu'on pouvait en faire, la beauté des graphes, ce qu'on a découvert, le do-calculus, dont on n'a pas retenu les formules parce que ce n'est pas le point aujourd'hui, le problème qu'on a étudié, comment est-ce qu'on le pousse un peu plus loin statistiquement, et
comment on le résout grâce au machine learning. Maintenant, la pratique. Alors la pratique, pour vous donner un peu de contexte, c'est une mission client où on nous a dit, voilà, il y a un ensemble de données, il y a un ensemble de facteurs analysés, et le client, ce qu'il veut, c'est étudier l'impact d'un facteur sur un autre. De suite, c'est sorti, inférence causale. Par contre, on te prévient, le client a une énorme défiance vis-à-vis du machine learning. Par contre, si tu réussis, ça part au comité de direction et ça sera utilisé pour tout leur chantier interne. Donc c'est l'esprit serein et le cœur léger que j'ai attaqué la mission. Et l'idée, donc, pour des clauses de confidentialité, je ne pourrais pas évoquer le client. Par contre, on peut quand même parler du problème. L'idée, c'est que donc, ce client du retail avait un ensemble de clients à qui il vendait des choses. Le principe du retail. Il avait tout un ensemble de descripteurs. Là, j'en mets 5, mais on parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et on a fait ce qu'on fait en inférence causale. Ces facteurs, on a commencé à les relier entre eux, à dire, OK, moi, je pense que ça va vers ça, je pense que ça influe ça, etc. Là, ça a été une première partie extrêmement importante vis-à-vis du client. On l'a fait intervenir. On lui a dit, toi, ton expert, vous, votre expertise métier, on en a besoin. On en a besoin pour expliquer le problème qu'on est en train d'étudier. Suite à ça, il y a eu plusieurs enjeux qu'on a essayé d'adresser. Ce fameux enjeu d'expertise métier. Parce que le vrai biais, finalement, qu'on creuse un peu, qui freine l'adaptation du machine learning et de ce genre de choses, c'est l'explicabilité, le fameux problème de boîte noire. Quand c'est un système de recommandation et qu'on est l'utilisateur final où on se fait recommander des choses, ça ne pose pas de problème. Quand on est un client qui veut faire une analyse de données, de chiffres et avoir une action sur base des résultats donnés par un modèle, on a besoin de comprendre ce qu'on fait. Juste milieu aussi entre complexité et utilité. Parce que je vous parlais de la météo au Guatemala pour la blague, vous pouvez faire le graphe aussi complexe que vous voulez. Lorsqu'on a des centaines de descripteurs, on peut s'amuser à faire des graphes qui vont tous les représenter un à un, qui vont tous les relier un à un. Le problème, c'est que ça, c'est pas toujours nécessaire. Il y a des facteurs où facilement on se rend compte qu'ils servent à rien, qui ne nous intéressent pas. Et en plus, ça va augmenter proportionnellement votre calcul, en fait. Parce que, OK, on peut faire des régressions linéaires, mais si vous en faites 10 millions, le gain, il est léger, quand bien même ce soit une régression linéaire. Donc l'idée ici, c'était de travailler avec le client pour dire, OK, on va trouver le juste milieu entre complexité et utilité pour que les résultats que va te fournir le modèle, en fait, ils soient pertinents et que tu puisses les utiliser. La gestion du grand nombre de descripteurs. Pedro avait posé la question tout à l'heure, il y a beaucoup de data scientists dans la salle. C'est un schéma classique. On va faire de la feature selection pour vérifier qu'en fait, les critères, au-delà de ceux qui ont été sélectionnés par le client, il y en a qui sont plus utiles que d'autres pour la description. Et ça, l'avantage, c'est qu'on a pu le faire par question cible. Alors, pourquoi par question? Parce que l'inférence causale a cette capacité à poser assez facilement, à répondre assez facilement à des questions qui font sens. Par exemple, l'inférence causale peut répondre à « si jamais j'augmente la satisfaction de mes clients d'un point et que ce client a été influencé par, à tout hasard, la compétence vendeur, combien ça me fait gagner ?» Ça, c'est le genre de choses que l'inférence causale peut donner. Et l'intérêt ici, c'était qu'en fait, on avait les compétences clients, les compétences vendeurs, mais on avait aussi la signalisation, on avait sur les pages web la signalétique des pages, tout un tas de facteurs dont en fait on allait étudier l'impact pour catégoriser les choses. Parce que oui, on se doute bien que plus le vendeur est compétent et plus ça rapporte, mais l'idée c'est de savoir combien, dans quelle proportion. Et s'il y a un chantier où vous savez que le point de satisfaction, il vous rapporte 6 fois plus que notre chantier, vous savez comment prioriser. Et ici, c'était l'enjeu. J'aime bien ce monsieur, il a sorti une citation que je trouve assez incroyable. « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. » George Box, statisticien américain de son état, avait tout compris, grosso modo. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rabâché au client du début à la fin pour bien lui faire comprendre que le modèle qu'on allait créer, il allait être faux, nécessairement. Parce que la météo au Guatemala n'était pas prise en compte, parce qu'on avait une flèche qui n'était pas dans le bon sens, parce que les données étaient bruitées. Le donné était forcément faux. Et le fait d'avoir cette prise de recul, là où on aurait pu penser qu'en fait, il y aurait une défiance parce que le client aurait pu dire « oui, mais finalement, du coup, tes résultats ne servent à rien », ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet de dire « ok, il n'essaie pas de me vendre n'importe quoi et je sais comment je dois analyser mes résultats. Je sais que je dois le prendre avec le recul nécessaire et que je ne dois pas jouer l'entièreté de mon entreprise sur les résultats. » Pour terminer, un tout petit peu de technique. Si jamais ça vous intéresse et que vous faites un peu de Python, il y a une petite entreprise du nom de Microsoft qui a eu la bonne idée de créer une librairie qui s'appelle DoWhy,
qui fait partie d'un écosystème de librairies qui font de la causalité et qui, en gros, vous permet de faire de l'inférence causale extrêmement facilement. Et par extrêmement facilement, je veux dire que ça prend littéralement 4 lignes. Là, je vous ai présenté le schéma standard de l'inférence causale. On a nos données, on va d'abord vérifier si notre probabilité elle est identifiable, on va l'estimer, mais il y a tout un tas de choses que je ne vous ai pas données. Typiquement, on va pouvoir essayer de réfuter nos hypothèses. On va pouvoir vérifier si notre effet, ce n'est pas un effet placebo. On va pouvoir vérifier si ce n'est pas une cause commune sous-jacente dont on n'avait pas entendu parler. Il y a tout un tas d'outils qui sont à disposition dans l'inférence causale, qui sont extrêmement puissants et qui sont fondés statistiquement. Et Douai permet de faire ce genre de truc. En termes de synthèse, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'une part les origines, d'où ça vient, pourquoi c'était utile. La théorie, l'idée c'était d'allier le meilleur des deux mondes, la solidité théorique des statistiques avec la puissance de calcul du machine learning. L'idée fondamentale c'était de passer de données d'intervention qu'on ne pouvait pas avoir à des données d'observation qu'on pouvait utiliser. Et à la fin, on a parlé d'un cas pratique, d'un cas où en fait, le fait d'utiliser de l'inférence causale facilitait l'adoption de résultats par un client et surtout permettait d'avoir une vraie compréhension fine de ce qu'on faisait avec nos analyses. Merci beaucoup, parce que je sais que vous ne pourrez pas dormir sans. Voici la démonstration de la probabilité. On pourra en parler si vous voulez juste après. Merci pour la présentation. Et il nous reste un peu plus de 5 minutes pour des questions, si vous en avez. J'en vois déjà 2. J'arrive. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question très très simple, c'était de savoir si vous aviez du coup réutilisé votre modèle, cet effet de causalité sur des choses qui avaient été déjà faites dans la littérature scientifique, pour voir si effectivement, sur plusieurs sujets, vous aviez les mêmes résultats ou au contraire, a priori oui, mais si vous aviez effectivement confronté à la méthode scientifique. Est-ce qu'on l'a fait? Non, parce que la première fois qu'on l'a fait, c'était vraiment pour le client, on s'est rendu compte que c'était l'outil à utiliser. Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui. Il faut juste prendre le temps. Donc moi, je travaille à OnePoint, qui est une ESN. Le temps de recherche n'est pas équivalent au temps qu'on passe chez le client, mais on peut le faire. Merci déjà pour la présentation et c'était des questions pour plutôt comprendre 2 questions. Quand vous parliez de descripteurs en fait pour donner l'explicabilité du modèle, je suppose que dans tout ce qui est descripteur, il y a déjà les variables qui sont retenues dans le modèle en lui-même. Mais aussi, est-ce qu'il y a la notion de variable supplémentaire proposée par le client, notamment qui l'aide à mieux profiler les sous-groupes sortis au final? Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Donc pour être sûr de bien comprendre, les descripteurs ici dont vous parlez, c'est ceux qui sont liés au modèle, donc typiquement régression linéaire. Et est-ce que le client a pu en fournir d'autres? Exactement. Okay. Alors les descripteurs ici, le mot n'était peut-être pas le plus adéquat, je m'en excuse, c'était l'ensemble des variables qui décrivaient un client. Ça allait de variables très pratiques, l'âge, catégorie socio-professionnelle, ce genre de choses, et ça allait jusqu'à des métriques utilisées par le client en interne, typiquement la satisfaction. Et l'avantage de l'inférence causale, c'est que ça peut tout prendre en compte. Un peu comme tout le machine learning en fait, mais ça peut le faire aussi. D'accord. Deuxième question assez rapidement sur l'utilisation de Douai, notamment pour l'effet de causalité. C'est vrai qu'en pratique, en général, dans les problèmes de data science, quand on veut faire de la prédiction, on utilise naturellement l'ensemble des données qu'on a pour déterminer ce qui va mieux prédire. On ne va pas forcément, dans la pratique, s'intéresser à est-ce qu'elles ont vraiment un effet de causalité. La question est plutôt est-ce qu'elles prédisent oui ou non. Et du coup, je l'ai demandé pour ces librairies, puisqu'il y a à chaque fois une régression linéaire en quelque sorte qui est exécutée pour confirmer le lien de causalité. Est-ce que les notions de volume utilisées pour l'entraînement n'influent pas sur le temps de calcul en fait si j'ai une variable cible avec une certaine quantité conséquente de variables explicatives?
Si, bien sûr, complètement. Parce qu'on se ramène quand même à des modèles de machine learning, tout ce qui est le plus standard à entraîner. J'ai parlé de régression linéaire, mais il y a aussi beaucoup de régression logistique. On peut utiliser du perceptron multicouche, on peut tout utiliser. Donc en fait, là, le jeu, l'intérêt de l'expert, ça va être de déterminer quel modèle est le plus pertinent pour ce gain de coût. Parce que ce que je disais aussi, c'est que si on fait de la régression linéaire, mais qu'il y en a des milliers, nécessairement, c'est influé par la quantité de données, par les variables, par tout un tas de choses. Donc il y a quand même un enjeu, c'est pas magique, hein, il y a quand même un enjeu de comprendre ce qu'on fait pour que la volumétrie de temps reste cohérente. Merci. Merci pour cette très belle présentation. Si je résume, la définition de la causalité, c'est le sens de la flèche dans ton graphe, finalement. C'est une question quasiment philosophique. Oui, pour l'instant oui. J'attends peut-être la fin de votre question pour confirmer, mais oui. Okay. Moi, je pense que c'est vraiment c'est bien une définition. Enfin, c'est comme ça qu'on définit la causalité. Et donc, le graphe étant donné, on estime le modèle, les paramètres avec des données. On fait de l'inférence. Mais tu as parlé à un moment de test, comme si on pouvait éventuellement renverser la flèche et comparer du coup. Donc ma question, est-ce qu'on peut vraiment dans ce cadre-là prouver une causalité d'un effet sur un autre et dans un sens et pas dans l'autre? Est-ce qu'il y a la notion de test statistique et de risque de se tromper de sens en fait? C'est une question extrêmement intéressante parce que on peut faire des choses. Il faut bien comprendre que les résultats qu'on a sont complètement tributaires du graphe qu'on donne à l'entrée. Il y a des méthodes d'estimation de graphes, mais le maximum de vraisemblance a ses limites. Il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas de méthode parfaite qui résout tous les problèmes. On peut se tromper. L'avantage, c'est que si on se trompe, c'est via un facteur humain. Dire que l'âge influe la quantité de vélo qu'on fait, on peut le prouver si on veut, mais on n'a pas besoin de ça en général. L'idée ici d'utiliser le savoir d'un expert, c'est que lui aussi, il a son savoir. On n'est pas à l'abri qu'il soit faux. Et à chaque fois, on insistait lourdement sur le fait que les résultats que vous avez sont basés sur le graphe que vous nous avez donné. Et en fait, l'acceptation tient au fait que si le graphe est accepté, les résultats sont acceptés. C'était cette idée d'acceptation en fait qui est importante. Est-ce que c'est faux? Peut-être. Est-ce que c'est utilisé en pratique parce que la personne a confiance dans les résultats? Plutôt oui. C'est ce qui fait pour moi la force de l'inférence causale. Pour rebondir, on pourrait en effet se dire que la flèche qui va du vélo vers le cholestérol, ouais. On peut aussi se dire que plus on a de cholestérol, plus on privilégie le vélo à la voiture pour faire du sport. Tout à fait. Ça va dépendre typiquement des populations que vous étudiez. Si cet effet il est observé chez 5% de la population, parce que, je dis quelque chose au hasard, seuls les retraités ont le temps d'avoir ce faire. En fait, l'idée, c'est pas assez significatif pour dire que c'est un effet causal sur une ensemble de populations données. Par contre, si on le restreignait à cette sous-population, le graphe pourrait évoluer typiquement. Merci pour la présentation. Pour poursuivre sur ces risques et pour rebondir sur la citation des modèles faux, est-ce que le cadre de l'inférence causale permet de s'équiper de toutes les notions de précision, d'intervalle de confiance, de fiabilité? Alors, en un mot, oui. J'essaie de faire au plus court possible. Oui, il y a tout un tas de choses, typiquement sur des probabilités bayésiennes qui sont faites pour analyser les résultats. Il y a plein de choses qui sont faites, qui existent en termes d'outillage au-delà du simple graphe, enfin sur le graphe. Mais c'est, comment dire, il faut vraiment plonger dans la théorie elle-même et il faut vraiment comprendre l'inférence, comment dire. Il faut apprendre ce que c'est, il faut l'utiliser pour... J'essaie de faire plus court, excusez-moi, pour que ça soit utile. C'est un outil. Si vous comprenez ce que vous faites, si vous appliquez la méthode et que les résultats... Oui, ça existe. Mais ce n'est pas évident à utiliser en première intention. C'est bon ? Avec plaisir.